Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Sérirama, l'émission 100% en série de Télérama. On se retrouve tous les lundis, parfois pour vous dire ce qu'on pense de la dernière série qui vient de sortir, parfois pour élargir le débat. C'est le cas aujourd'hui dans ce live, en compagnie de Sébastien Mauge. Salut Sébastien. Salut Pierre, salut à toutes et tous. Et on va discuter aujourd'hui d'une série qui vient de commencer sur Netflix. Vendredi. Toute série qui commence sur Netflix étant très lourdement marketée, accompagnée de beaucoup de discussions. On espère que vous allez vous joindre à celle-ci. Altered Carbon est en ligne depuis vendredi. C'est l'adaptation d'un roman que tu as lu, Sébastien, que nous avons là. Voilà exactement, la preuve que nous savons lire. Voilà. Bernard Pivot. Exactement. Regardez, voilà. Et donc, on va discuter d'Altered Carbon, de ce qu'on en a pensé, et puis on va élargir le débat pour parler de romans adaptés en série, parce qu'il y en a énormément beaucoup, et ça fait un sujet très complexe. On espère que vous allez vous joindre à nous. Vous savez comment faire, vous mettez un commentaire, on a la petite tablette devant nous, on réagit, on essaye de répondre à vos questions, et on s'échauffe en regardant la bande-annonce d'Altered Carbon. On revient juste après. Centuries ago, mankind discovered a way to transfer consciousness into a new body, making death a mere inconvenience. Since then, we've been providing an unparalleled pedigree of human sleeves to only the most discerning clientele. Psychosec, live forever in the body you deserve. Danger of living too many times. You forget to fear death. Merci encore d'être avec nous et de ne pas regarder par la fenêtre puisqu'il neige intensément si vous êtes sur Paris, évidemment. Si vous êtes ailleurs en France, on espère qu'il neige aussi, c'est chouette la neige. Bref, Altered Carbon, ça vient de commencer sur Netflix. C'est l'adaptation d'un bouquin de Richard Morgan qui date, il est là, qui date de 2002, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Prix Philippe K. Dick, donc prix très prestigieux pour la littérature de science-fiction en 2003. Et adaptation par Laeta Kalogridis. Oui, j'ai réussi à le dire, qui est notamment scénariste de Terminator Genesis, ça c'est pas forcément pour les bonnes choses, et de Shutter Island, autre adaptation, si je dis pas de bêtises, pour Scorsese. Donc, qu'est-ce qu'on pense d'Altered Carbon? D'abord, Sébastien, question simple, de quoi ça parle? Ah oui, super. Eh bien, nous sommes dans le futur, figurez-vous, mon cher Pierre, en 2348, quelque chose comme ça. Et nous suivons les aventures de Takeshi Kovacs, qui vient de la planète Arlan, et qui était un mercenaire sur sa planète, et un diplo, pour diplomate j'imagine, ou envoys, comme on dit en anglais. Et donc une sorte de barbouze de notre CIA actuelle qui défaisait les régimes politiques de pays et de planètes, si je ne m'abuse, et qui est devenu mercenaire tout court et qui est tombé dans le crime jusqu'à se faire tuer avec sa copine, petite amie. Et il a donc été mis sous vide pendant 250 ans, puisque dans le futur, nous aurons tous, sachez-le, des petites piles implantées au niveau de la nuque. Une carte mémoire, en gros. Voilà, comme une carte mémoire, avec à l'intérieur nos souvenirs, notre conscience, peut-être notre âme, on ne sait pas, ça on verra pour les considérations religieuses. Et donc on peut changer de corps à l'envie. D'enveloppe. Sleeve, pour ceux qui si préfèrent on en a les moyens. On peut aussi nous attribuer une enveloppe si jamais on meurt d'un accident et que nous ne sommes pas responsables. On nous attribue une autre enveloppe qui n'est pas forcément la même, ce qui peut créer quelques soucis. Alors évidemment, on va parler de ce monde parce que tout ça implique plein de considérations sociétales, philosophiques, etc. Mais l'idée, c'est que Takeshi Kovacs est donc réactivé dans une autre enveloppe au bout de 250 ans de prison. Et il est réactivé par un multimilliardaire, Lawrence Bancroft, qui veut que Kovacs enquête sur son propre meurtre. C'est-à-dire que Bancroft, selon lui, a été assassiné
mais il avait fait une sauvegarde de sa pile, donc il est à nouveau parmi les vivants. Mais voilà, tout le monde pense qu'il s'est suicidé, la police aussi, mais lui soutient Mordicus, qu'il a été tué, et donc il engage Kovacs pour enquêter. Donc l'adaptation d'un roman, on s'en est pas mal sorti, on n'a plus que 3 minutes pour finir ce débat. C'est l'adaptation d'un bouquin, et donc qui n'est pas forcément hyper connu en France, sauf peut-être des amateurs de science-fiction, oui, c'est là comment en parler. Alors qui est un roman qui est un peu dans la mouvance de Philippe Cadic, c'est pas pour rien qu'il a eu le prix Philippe Cadic sans doute, qui est dans un monde qui ressemble en tout cas à l'image énormément à celui de Blade Runner, la comparaison se fait très rapidement. Alors, pour savoir ce que j'en ai pensé, vous pouvez aller sur telerama.fr, ma critique est en ligne. On a aussi en ligne une interview de Laeta Kalogridis qui revient notamment sur les enjeux philosophiques de la série. Disons les choses simplement, notre point de vue à nous, on attend le vôtre. Les commentaires, allez-y. Si vous avez vu les premiers épisodes d'Alter Carbone, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez. C'est que, globalement, mouais. Oui. Pas mal, mouais. Pas mal. En fait, c'est à l'image du livre, tout simplement. C'est-à-dire que le livre en lui-même... Effectivement, le prix Philippe Cadic. J'ai vu que Richard Morgan avait rajouté un K dans son nom récemment, Richard K. Morgan, donc aussi peut-être un hommage à Philippe Cadic. Mais en gros, c'est du sous-Blade Runner, très efficace mais très popcorn, superficiel, sans surprise, avec pourtant des thématiques profondes, transfert de conscience comme on le disait, une vie potentiellement éternelle, déshumanisation progressive de la civilisation. Mais tout ça est abordé, donc je l'ai dit de manière superficielle, au profit d'un récit d'action très resserré sur quelques jours. Et ce qui est frappant, en tout cas, c'est qu'il a une écriture vraiment cinématographique. C'est-à-dire qu'on a l'impression de lire une novélisation d'un film déjà existant. Et ça devait donc être un film à la base. Voilà. C'est ce que voulait faire Laeta Kalogridis, la showrunneuse. Voilà. Elle n'a pas réussi à le vendre. C'est sur Netflix. Et moi, d'ailleurs, je trouve que c'est presque regrettable. Je suis plutôt d'habitude de genre à défendre l'idée qu'avec une série, on adapte mieux un roman parce qu'on a plus le temps de développer les personnages et tout. Là, je trouve qu'en fait, un film, ça aurait été pas plus mal puisque la série est très étirée. Mais de fait, ce que je disais sur le roman, c'est que c'est très resserré pour le coup, puisque le récit ne s'étale que sur quelques jours. Mais voilà, on a vraiment l'impression de lire un scénario, alors plutôt un scénario de film d'action, de science-fiction des années 80-90, Blade Runner, donc Ghost in the Shell pour les films d'animation, avec un côté un peu désuet que n'a pas forcément la série. Et donc c'est pour ça que je trouve que la série s'en sort plutôt pas mal. Elle est pleine de bonnes idées. Voilà. Visuellement, il y a des bonnes choses, même si le monde, encore une fois, est très proche de celui de Blade Runner. Esthétiquement, on est dans un monde très proche. Asiatique, japonisant, la nuit, etc. Les néons, tout ce qui va avec. C'est vraiment très proche. Mais moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est que finalement, ce récit très resserré dont tu parles dans le roman est étiré au maximum. On nous fait des flashbacks, on nous fait des grands discours en voix off. Ouais. En gros, on a l'impression que ce matériau... tu sembles dire que le roman, de toute façon, sous-entendait une série un peu légère comme ça. Popcorn. Voilà, on a l'impression que c'est presque... que la prétention philosophique, métaphysique de la série n'existe pas dans le roman, mais que la série donne l'impression qu'elle pourrait être plus intelligente, mais elle ne l'est pas. Cette dimension est survolée dans le roman, et Laeta Kalogridis a voulu en injecter un peu plus dans la série, mais ça donne du coup ce genre de dialogue étiré et balourd, pseudo-philosophique qui ne fonctionne pas vraiment entre deux scènes d'action. Voilà, donc ça c'est plutôt dommage. En revanche, ce que la série réussit bien, c'est qu'elle a développé des personnages qui étaient plutôt laissés de côté dans le roman, notamment les acolytes du héros, et je pense à l'hôtel, la figure de l'hôtel, Edgar Poe, donc, puisque l'hôtel c'est The Raven. C'est une intelligence artificielle qui va aider Takeshi Kovacs. Et qui apporte une bonne dose de comédie d'ailleurs. Voilà, ce qui n'est pas du tout le cas dans le roman. Dans le roman, l'hôtel c'est le Hendrix, et c'est un hommage à Jimi Hendrix, donc c'est très flower power, hippie, mais ça ne va pas plus loin. Et également le père de la jeune fille assassinée, Elliot. Voilà, Victor Elliot, je sais plus son prénom. En tout cas, que dans le roman, on voit juste 2 fois au début et à la fin, alors que là, ça devient un sidekick, comme on dit en bon français. Donc voilà, donc pour ce genre de choses, il y a une amélioration du récit, mais ça reste un récit d'action un peu superficiel, effectivement, et surtout l'interprétation
je trouve, pêche. Moi, j'ai une aversion particulière pour James Purefoy, que je trouve qu'il cabotine il en fait des caisses. un maximum depuis The Following et même un peu avant. Et là, c'est assez horripilant. Et même le détective Ortega, je trouve que l'actrice s'en sort pas forcément. Et puis Kinnaman a fait de la muscu, ça se voit, mais c'est pas non plus un acteur d'un charisme renversant. Il est pas trop mal, mais il est le jeu de Kinnaman nous reste un peu sur l'estomac. Oui, merci. Tu as osé la faire. Donc, on va élargir le débat. On est là pour ça aussi. Altered Carbon est l'adaptation d'un roman. J'oserais dire, quelle série n'est pas adaptée d'un roman aujourd'hui? Ça devient vraiment généraliste, en partant dans tous les sens. The Handmaid's Tale, Game of Thrones, The Walking Dead, The Leftovers, Dexter, Justified, True Blood, et puis tout ce qui est comics, évidemment. Enfin, aujourd'hui, le roman est devenu... Je crois avoir vu une source une fois, c'est presque la moitié des séries, voire au moins la moitié qui est adaptée d'un roman ou d'une forme littéraire. Donc, essayons de discuter de ça. Avec vous, on a quand même des petites questions qui commencent à tomber. D'abord, pourquoi? Pourquoi, Sébastien, on fait autant de séries adaptées de romans? Question simple, tâchons d'apporter une réponse simple. Il y a peut-être 2 raisons. La première est peut-être purement commerciale, c'est que si un roman a bien marché, un best-seller, a fortiori, les gens auront envie de voir l'adaptation sur grand ou petit écran. Après, pour ce qui est des séries, vu que la production va très vite et que le foisonnement des séries est là, le fait d'avoir une histoire déjà présente, ça permet de l'adapter un peu plus, de la créer plus facilement et de la vendre plus facilement et plus rapidement. Parce qu'on a déjà évidemment un matériau qui permet de dire aux chaînes à qui on va vendre la série, quand on est producteur, scénariste, de dire voilà, écoutez, ça existe déjà. C'est vrai que c'est pas toujours des best-sellers qui sont adaptés d'ailleurs, mais c'est souvent des best-sellers, c'est quand même des romans qui ont des romans cultes ou de niche, si on peut dire, mais qui ont leur fanbase, leur base de fans. Donc évidemment, transmission, passement du roman à la série, qui est d'autant plus sensé qu'historiquement, l'ancêtre de la série télé, c'est le roman feuilleton. Donc évidemment, la forme littéraire s'adapte particulièrement bien à la série télé. On a même dit de séries qui n'étaient pas des adaptations de romans comme Les Sopranos, que c'était le nouveau grand roman américain. Donc autant évidemment, le lien est clair. Mais c'est vrai que si on en voit beaucoup plus ces temps-ci, c'est très certainement à la fois pour des raisons marketing, comme tu le disais, parce que ça fait toujours bien. On parlera plus tard de Stephen King, mais c'est évidemment le meilleur exemple d'auteur complètement pillé. Et c'est un moyen, évidemment, de toucher des publics qui peut-être sont déjà le doigt dans l'engrenage. On n'a pas parlé des Nordiques, mais les Nordiques, la Scandinavie s'est fait une réputation avec les romans policiers. Millennium. Voilà, Millennium, et puis ensuite Wallander, pour en citer une autre, qui ensuite sont glissés sur la télévision. Donc évidemment, très logique. Maintenant, et c'est là que notre esprit critique va rentrer en jeu, Sébastien, qu'est-ce qu'on en fait? Alors peut-être qu'on va répondre, tiens, pour lancer un peu le débat, à quelques questions. Est-ce que les écrivains n'écrivent pas leurs livres en pensant à l'adaptation à l'écran? Eh ben, voilà. Celui-là, oui, c'est exactement ce dont c'est Sandra qui nous demande ça. Sandra, effectivement. Dans le cas de Richard Morgan, très clairement, il pensait à une adaptation cinéma, en tout cas en premier lieu, et série télé ensuite. Oui, et alors il y a un cas très intéressant, c'est le cas de The 100, série pour un jeune public, pour dire les choses sans aucun mépris, qui a très bien fonctionné à la télévision et qui, en fait, c'est l'adaptation d'un roman qui n'était pas encore sorti en librairie quand il est devenu une série télé. C'est-à-dire que le roman est sorti avant la série dans le commerce, mais c'était encore un bouquin qui était chez l'éditeur quand les droits ont été rachetés et transformés en série télé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la chronologie peut être tellement resserrée que la différence de Gossip Girl, qui a déjà marché en tant que roman à la base, après c'est généralement le chemin, c'est le roman marche, ah tiens, si on en fait une série, on se retrouve aujourd'hui à avoir des bouquins qui sont encore chez leur éditeur, qui n'ont pas encore été diffusés. Et d'ailleurs, il y a des maisons d'édition qui sont liées à des studios hollywoodiens et qui, dès l'achat du projet roman, s'intéressent à son adaptation, ce qui est quand même assez intéressant et ce qui en dit long sur le lien. Il faut verrouiller les droits très, très rapidement. Très vite, en prenant le risque que le bouquin ne marche pas d'ailleurs, et que la série écrase le bouquin. Mais bon, là en l'occurrence, ils ont réussi leur coup, ce qui fait que The 100, si vous suivez les bouquins et la série, si j'ai bien compris, sont 2 histoires qui partent du même point, mais ensuite les scénaristes vont dans un sens et le roman dans l'autre. Ce qui est assez intéressant. Olivia demande, voilà ces questions complexes, quelles sont les meilleures adaptations de livres en série selon vous? On en a parlé. D'ailleurs, il y a Charlotte qui cite aussi Big Little Lies, qu'on n'avait pas cité dans l'introduction. Mais clairement, The Handmaid's Tale, The Leftovers, on peut dire que Game of Thrones, il se débrouille pas mal quand même. Oui, il se débrouille bien.
Qu'est-ce qu'on a eu d'autre en comics? On a eu Légion, mais ça c'est intéressant aussi. une autre manière d'adapter aussi. Ouais. Voilà, à peu près. Et puis, alors en plus, ce qui est intéressant avec Big Little Lies et The Handmaid's Tale, c'est que non seulement c'est vrai que c'est les deux grands succès de l'année 2017, comme dit très bien Charlotte, mais aussi que sur The Handmaid's Tale, c'est 1985. Ça, il faut le rappeler toujours encore, c'est-à-dire que ça peut être aussi des romans qui ont quelques années d'existence. Je me souviens plus, Big Little Lies, c'est relativement récent, mais ça date pas de l'année dernière. Mais ça va de plus en plus vite, c'est-à-dire qu'il y a des romans qui viennent de sortir, qui immédiatement, les droits sont rachetés pour être transformés. D'ailleurs, Carbone Modifié, l'État Kalogridis a racheté les droits très vite après la sortie du bouquin. Oui, donc il y a 15 ans déjà. Oui, elle a beaucoup galéré pour le vendre. Mais pour les œuvres anciennes, si c'est de la science-fiction, on peut se dire aussi que aujourd'hui, elles arrivent à maturité, entre guillemets, et elles touchent quelque chose de notre présent. Et du coup, oui, c'est toujours fascinant. C'est toujours fascinant d'ailleurs de voir à quel point la science-fiction peut avoir vu juste dans son regard sur le passé. Et évidemment, c'est ce qui intéresse aussi certaines adaptations. On parlait de Stephen King, mais il y a des adaptations de Stephen King qui sont sur des bouquins qui n'ont que 2-3 ans au moment où la série est... Ça peut aller très vite. Quoi. Très vite, oui. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Soit on est très fidèle, un peu comme Altered Carbon, ou The Walking Dead aussi. Les séries nordiques également sont très fidèles au Millennium, étaient très fidèles à l'œuvre originale. C'est le cas de figure le moins intéressant, on va dire. D'un point de vue critique, en tout cas. D'un point de vue critique, même si je pense que les fans des livres sont heureux de retrouver la même atmosphère, la même histoire. Ça va se jouer sur des détails, évidemment. On a bien vu sur Altered Carbon qu'il y a quand même des modifications. Certains personnages qui ne sont que secondaires deviennent importants. Voilà, évidemment, la série télé sera rarement un pur copier-coller, mot pour mot. Mais le plus intéressant, c'est quand on est fidèle au début et qu'on finit par dépasser l'œuvre originale et poursuivre le récit, ce qui a été le cas finalement pour The Leftovers, ce sera le cas pour la deuxième saison de The Handmaid's Tale, c'est le cas pour Game of Thrones. Qui a dépassé aussi les parutions des livres. Là, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que les livres sont toujours en écriture, mais la série va trop vite pour les livres. Mais il y a une forme, on sent qu'il y a surtout pour The Leftovers, qui est le très bon exemple, une forme de libération des auteurs télé, une fois qu'ils ont dépassé leur récit. Et on l'a bien vu, la première saison de The Leftovers collait bien au roman, mais la deuxième, qui s'en est vraiment détachée, est un pur chef-d'œuvre télévisuel. Et la troisième également. Il y a besoin de prendre son indépendance face au livre. Et c'est là que c'est intéressant finalement de voir les romans non pas comme des matériaux à adapter, mais des sources d'inspiration. Des points de départ. Des points de départ. Et alors là où The Handmaid's Tale va être dans une situation plus compliquée que The Leftovers, c'est que la première saison de The Leftovers, que j'avais bien aimée, était imparfaite, c'est-à-dire qu'on pouvait toujours dire c'est un peu laborieux, on n'y est pas tout à fait, et on sentait bien, et d'ailleurs Damon Lindelof, son créateur, le créateur de la série, qui a travaillé avec Tom Perrotta, l'auteur du roman, sur la première saison, le disait lui-même qu'il y avait une forme de frustration à adapter fidèlement un roman à l'image, puisque... On est enchaîné à l'œuvre. Voilà, on peut très bien glisser et on peut se reconnaître dans cette œuvre-là. Mais la deuxième saison, évidemment, il a cette liberté. Là où The Handmaid's Tale a réussi une première saison remarquable, et peut-être grâce au livre. Je suis en train de le lire, moi, The Handmaid's Tale, le livre en ce moment, et on voit bien qu'il y a des libertés qui sont prises, mais qu'effectivement, tout scénariste qui adapte un roman, d'ailleurs, dont l'État Kalogridis, vous leur demandez « Est-ce que vous êtes fidèle au roman ?» Ils vous répondront toujours la même chose « Je suis fidèle à son esprit, mais pas forcément à la lettre. Oui. » C'est-à-dire que je crée ma propre histoire à partir de ça. Donc oui, sans doute que les meilleures séries sont celles qui arrivent à se libérer tout en restant fidèles. Exactement. Mais après, il y a aussi celles qui, dès le départ, sont un peu infidèles, entre guillemets, mais sont prises à bras-le-corps par de vrais auteurs télévisuels, de vrais showrunners qui ont une vision esthétique, scénaristique, etc. On l'a vu avec Brian Fuller, avec Hannibal,
Et avec American Gods dans un deuxième temps. Même si American Gods est très fidèle au bouquin. Hein. Vraiment, on est très proche. Oui, et d'ailleurs, il y a eu ce week-end, a été annoncé la fin de la collaboration. C'était déjà dans les tuyaux, mais de Brian Fuller. Et l'arrivée de Neil Gaiman, donc l'auteur du roman, en tant que co-showrunner pour la deuxième saison. Alors ça c'est une question qu'on va se poser évidemment, de savoir à quel point l'auteur doit être proche de la recréation télévisuelle. En attendant, c'est vrai qu'il y a des exemples, parce que là, on a une question de Charles qui dit quels sont les exemples de séries meilleures que les bouquins dont elles sont adaptées. C'est difficile, mais dans ce cadre-là, on peut parler de Legion, par exemple. Oui. Alors après, c'est un peu compliqué, parce que n'étant pas critique littéraire, je n'ai pas lu tous les livres dont les séries sont adaptées. Je ne connais pas Legion, le matériau comique. J'ai un exemple très récent pour Charles, Mister Mercedes, donc d'après Stephen King, qui a donc été mise en série par David E. Kelley. Qui s'est occupé aussi de Big Little Lies cette année, et qui est connu pour les séries Field, étant le créateur de Ally McBeal, il y a bien longtemps. Et avec comme conseiller artistique un autre écrivain, ce qui est très drôle, sur Mister Mercedes, qui n'est pas du tout Stephen King, mais c'est Dennis Lehane, il me semble-t-il, j'espère que je ne confonds pas avec un autre auteur policier, mais Dennis Lehane a collaboré à l'adaptation de Mister Mercedes, donc un autre écrivain qui... Oui. Mais tout ça pour dire que la version télé de Mister Mercedes, pour avoir lu le livre et pour l'avoir vu, développe beaucoup plus de choses que le roman de Stephen King, qui est très bien, ça, il n'y a rien à dire, mais... Là, pour le coup, il a vraiment saisi l'esprit et il a vraiment opéré des ramifications tout au long de la série et ça donne quelque chose de très intéressant. Oui, c'est vrai que les cas d'adaptation de Stephen King, c'est en soi presque un roman. D'ailleurs, on en parlera, un de ces quatre. On est en train de plancher sur un dossier d'adaptation. Pour analyser un petit peu comment tout ça... Cinéma et série de Stephen King. Donc c'est vrai, voilà, cette question de Charles par rapport aux adaptations meilleures que le livre. C'est vrai que c'est toujours compliqué de tirer une conclusion sans avoir lu en profondeur le bouquin et analyser la série. Mais c'est vrai que Mister Mercedes est un très bon exemple de série qui a su reprendre le matériel et peut-être parfois aussi les questions de le moderniser. C'est vrai que Big Little Lies est devenu, et The Handmaid's Tale, hein, c'est d'ailleurs assez fort, sont devenues des séries d'une actualité incroyable, alors qu'elles sont basées sur des livres qui ont un peu pris de l'âge. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est comment on peut moderniser ces récits-là en partant de classiques. Parce qu'on a cité les Nordiques rapidement en disant que le succès des Nordiques noirs, comme on dit, c'est la déclinaison du succès des romans. Les premiers grands succès de la télévision nordique ont été des adaptations de romans. On les a cités, Millennium et Wallander, pour ne citer que ces deux-là. Il y a aussi les Anglais qui sont très forts pour reprendre leurs classiques, les adapter de manière classique aussi, le drame en costume. Oui. On a eu Guerre et Paix il n'y a pas longtemps. Voilà, quitte à moderniser un petit peu l'écriture. Voilà, quelques petites touches de Game of Thrones par-ci par-là, ça fait jamais de mal. Mais il y a aussi des adaptations modernes au sens premier. Vraiment, on prend un bouquin qui a 30, 40, 60, 100 ans et on le met de nos jours. Ça, c'est un exercice qui est assez rare, mais qui est intéressant. Alors, le meilleur exemple, c'est Sherlock, bien entendu, de Stephen Moffat, qui avait déjà repris Jekyll. C'est la spécialité. Lui, il reprend les grands mythes britanniques parce qu'il s'occupe il s'est occupé aussi de Doctor Who. Enfin, voilà, donc, il a géré ce cas-là aussi, qui n'est pas un roman, mais qui est presque une œuvre littéraire classique britannique. Là aussi, c'est un mouvement, c'est un geste d'auteur, j'ai envie de dire, de se démarquer un peu de l'œuvre en y apportant sa touche personnelle et une touche, là en l'occurrence, moderne, tant au niveau de l'interprétation que du montage, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça fait ressortir la modernité des œuvres elles-mêmes. Voilà. Donc c'est un mouvement d'aller-retour que la France risque pas assez, justement. Ça, c'est intéressant. Alors, il y a les petits meurtres d'Agatha Christie. Oui, on cherchait qui est une forme de modernisation, mais alors on reste dans le passé quand même. Hein, mais c'est une modernisation quand même d'Agatha Christie. C'est de très bonne facture. Et puis c'est bien, en fait. Ça permet alors évidemment, c'est risqué, parce que ça peut être un gros gadin, mais ça permet de redonner une vie à des œuvres, quitte à intéresser, tu en es la preuve Sébastien, avec ce bouquin que tu as parcouru. Oui, car je ne lis jamais. Voilà, et moi je suis en train de lire pour la première fois un roman, The Handmaid's Tale. C'est vraiment fascinant, tous ces mots collés les uns derrière les autres. Et d'ailleurs au début je me disais, c'est pas les sous-titres collés les uns aux autres, et non, c'est pas les sous-titres collés les uns aux autres. Linette demande, vous n'avez pas encore parlé des fausses adaptations à la Mindhunter. On achète les droits d'un bouquin pour en faire autre chose. Alors, c'est subtil parce que Mindhunter, c'est un essai, c'est pas un roman. Donc c'est vrai que c'est un peu à la marge de notre discussion, mais Linette a raison.
C'est raconté un peu comme un roman, effectivement. Oui, voilà. Le bouquin lui-même, d'ailleurs, est un récit. Hein, donc, voilà. Mais c'est vrai que ça se fait beaucoup avec les essais, plus qu'avec les romans purs et durs. Master of Sex, par exemple, je crois, est basé sur le travail vraiment... Sur un travail universitaire, effectivement. Mais là, pour Mindhunter, on voit aussi le geste d'auteur, puisque les serial killers, c'est quand même la marotte de David Fincher depuis des années, depuis Seven. Donc voilà, c'était l'occasion pour lui d'imprimer aussi sa patte sur ce travail du FBI. Et il y a une question elle est piégeuse, celle-là. de Blaise. Non, mais, avant de poser la question de Blaise, quand même réagir à un truc, ça m'a fait penser à I Love Dick. Alors là, vraiment, I Love Dick, Jill Soloway reprend un livre épistolaire, un truc qui formellement est inadaptable et le transforme en récit. Donc il y a aussi ce geste-là, comme le disait Linette, on achète les droits du bouquin pour faire autre chose, eh bien pourquoi pas? C'est-à-dire que si le livre dit quelque chose d'intéressant, on le transforme en une autre histoire. Ça ne veut pas dire qu'on est infidèle au bouquin. Ça veut dire qu'on ne dit pas je fais une adaptation, on dit je prends et j'en fais quelque chose. C'est ça vraiment une adaptation. Oui, c'est ça. C'est pas une copie-coller, c'est un travail d'auteur à partir d'un premier travail d'auteur. C'est pas s'opposer à l'œuvre originale, c'est fonctionner en symbiose avec elle. Et tu parlais d'aller-retour, effectivement, et peut-être donner envie aux gens qui ont vu la série d'aller lire les livres, et inversement, ceux qui ont lu les livres d'aller voir la série. Alors on a deux questions bien complexes là, mais on va essayer d'y répondre. Blaise, comment marche le partage des droits entre un auteur de livre et ceux qui la transforment en série? Alors là, c'est en fonction des contrats, mon cher Blaise. Oui. Ça doit alors clairement, il y a des droits d'auteur, ça c'est un fait. Hein, donc l'auteur du livre ou ses ayants droit, s'il est décédé, va toucher de l'argent. Maintenant, on voit de plus en plus, c'est presque une généralité. Je ne crois pas que Richard Morgan soit impliqué dans la série. Il est consultant. Voilà, il a dû, mais il y a des cas où j'ai lu ton interview, Pierre. Laeta Kalogridis dit qu'il est consultant sur la série. Il est traditionnel conseiller, désormais d'avoir des gens qui sont producteur exécutif, c'est-à-dire on prend l'auteur du roman, il devient producteur. C'est le cas sur The Leftovers. Alors souvent, c'est un titre honorifique, entre guillemets. Ça permet de toucher les droits plus facilement. Exactement. Après, il y a des auteurs qui peuvent imposer aussi leur participation. Oui. C'est le cas, je crois, de George Martin, qui, pour Game of Thrones, a demandé, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais dans chaque saison, d'écrire au moins un épisode. C'était une sorte de deal avec la production. Et Stephen King est souvent mêlé de près ou de loin. Ça dépend, en fait. Ça dépend des séries. Il est plus ou moins impliqué. Il a tellement de trucs à la fois que s'il devait écrire pour toutes les séries, il ne s'en sortirait pas. En plus, les adaptations qu'il aime, en général, ne sont pas les meilleures. Et celles qu'il n'aime pas sont plutôt pas mal. Alors, disons que c'est quand même, pour répondre de manière un peu plus économique à Blaise, que c'est de toute façon un jackpot pour les auteurs des romans en question, puisque à la fois ils vont toucher les droits d'auteur pour le rachat de leur œuvre, et en même temps ils en toucheront un pourcentage certainement sur le succès de la série, a fortiori s'ils sont eux-mêmes impliqués dans l'écriture. Donc quelqu'un comme Stephen King n'a pas besoin d'être de tous les coups. Quand c'est un plus petit auteur, quand c'est quelque chose qui est plus resserré, type prochainement Le Seigneur des Anneaux, non je déconne, mais Le Seigneur des Anneaux va être adapté d'ailleurs, hein, ça on l'a oublié de le dire, mais encore un bel exemple d'adaptation. Quand c'est un roman plus confidentiel, il y a tout à gagner, ça fait connaître le bouquin. Dexter par exemple était connu, mais pas non plus mondialement énorme, un phénomène. La série True Blood, pareil. True Blood a mis vraiment en lumière les romans, mais tout ça c'était quand même des succès du Braille, hein, c'était pas des choses méconnues. Une autre question de elle a quelques conseils de lecture, même si on a déjà vu la série adaptée. C'est là que c'est plus compliqué quand même. Alors je crois pouvoir dire que The Leftovers est quand même un bon bouquin, l'original. Je ne l'ai pas lu. Et The Handmaid's Tale que je suis en train de lire est vachement bien écrit. Que tu finiras dans 3 mois, tu pourras nous dire donc, voilà. Quand ce sera fini. C'est vraiment très, très, très joliment écrit. En comics, je conseille The End of the Fucking World, donc la série anglaise de Channel 4 qui est sur Netflix. Et qui est donc adapté d'un comics, j'ai oublié le nom de l'auteur malheureusement, mais qui est vraiment très bien, je vous le conseille. Ensuite... Les premiers tomes de The Walking Dead, si vous voulez. Voilà. Moi j'aimais beaucoup la BD avant de regarder la série. Maintenant, je ne lis plus l'un et je ne regarde plus l'autre, mais bon, ça c'est
American Gods. American Gods aussi, très, très un page-turner, comme on dit, hein, ça se lit. Exactement. Tiens, en parlant d'adaptation de page-turner, il y a La Vérité sur l'affaire Harry Kéber qui TF1 va adapter. Donc là ça fait rentrer la France dans la catégorie j'adapte les best-sellers. Alors en plus, grosse prod parce que c'est avec notre ami Dempsey, ex-docteur de Grey's Anatomy. Donc clairement, c'est une tendance lourde. Maintenant, j'aimerais juste, moi, que ce ne soit pas juste la concrétisation de la trouille bleue des chaînes de télé de lancer des projets originaux et que finalement, on adapte à toutes les sauces, mais que c'est juste pour s'assurer que le matériau est déjà solide, qu'il y a déjà... Parce qu'il y a Harlan Coben aussi, on n'a pas parlé d'Harlan Coben. Voilà. On n'arrête plus, quoi. Charles Forsman, nous indiquons en coulisses, The End of the Fucking World, c'est Charles Forsman, si vous voulez aller lire ça. Mais c'est vrai que oui, ça se multiplie, ces adaptations. Et moi, je suis toujours un peu inquiet. Je suis toujours un peu inquiet parce que ça peut être un signe de fainéantise. Mais ceci étant dit, on a cité là parmi les plus grandes séries de ces dernières années. Oui, après, il y a des auteurs aussi qui se mettent à écrire pour la télé. C'est-à-dire dont la série n'est pas adaptée d'un de leurs bouquins. Absolument. Mais ils écrivent un scénario original. Et je crois que pour Harlan Coben, c'était le cas pour la série avec Alexandra Lamy. Non, ça c'était une reprise. Ça c'était une reprise. Ouais, par contre, ça c'est The Five qui était une série originale qui est passée sur Canal+, qui était là vraiment une création d'Harlan Coben. Et il va continuer d'ailleurs, il va continuer dans cette branche-là. Donc évidemment, de plus en plus d'exemples, de plus en plus de choses intéressantes. Et d'ailleurs, quand on parle de romanciers qui écrivent des séries, on ne peut s'empêcher de... On n'a pas cité David Simon. Hein. J'ai tapé sur The Walking Dead, ça c'est fait. Ouais. Je t'aime David Simon, ça aussi c'est fait. Parce que lui, il travaille avec des romanciers. Et d'ailleurs, lui-même a commencé en adaptant, on parlait du cas de Mindhunter, mais The Corner et The Wire et Homicide, c'est l'adaptation de bouquins d'essais de David Simon. Colle. Allez, on va finir avec Junior, tiens, ça nous fera une bonne conclusion. Il dit quoi? Toi, tu ne l'as lu pas encore. Et en cette année 2018, quelle adaptation de livre en série faudra-t-il suivre? Eh bien, la suite de The Handmaid's Tale, c'est sûr, pour voir comment il s'en sort. Une chance de trop, Alexandra Lamy. Oui, c'était un bouquin déjà. Et on parlait de Stephen King, on attend, alors là c'est un projet un peu particulier, mais sur Hulu, Castle Rock. Très intéressant là pour le coup. Qui va mêler plusieurs personnages de romans de Stephen King dans une seule et même ville, Castle Rock du coup, dans le Maine, la fameuse ville imaginaire de Stephen King. Et on va retrouver d'ailleurs des acteurs, je pense à Sissy Spacek, qui jouaient dans les adaptations cinéma. Donc là, c'est Carrie, en l'occurrence, de romans de Stephen King. Donc il y a eu un deuxième teaser la semaine dernière, et on nous l'annonce pour cet été. Lisez, regardez des séries, faites les deux. C'est pas interdit. Pour Carbone Modifié. Vous n'êtes pas obligé de lire celui-là, mais en tout cas, lisez des livres et regardez des séries. C'est pas du tout... pour finir, on va quand même dire qu'il faut arrêter de dire que les gens regardent trop de séries, du coup, ils lisent plus assez de bouquins. Les deux, ça peut se faire. La preuve. Nous lisons, nous regardons des séries. Enfin, on lit surtout des livres qui s'adaptent aux séries. Quand même. On met plus de temps que les autres, mais on lit quand même. On lit quand même. Merci beaucoup d'avoir discuté avec nous. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, puisqu'on est là tous les lundis pour discuter séries ensemble. Merci Sébastien. Merci Pierre. Profitez de la neige, mais aussi des séries et des livres. Et à très vite.